Et parce qu'anyway, t'es là pour rester. Parce qu'on a toute cette version-là de nous, au fond, nous qui ont envie d'être inarrêtables. C'est pas de savoir faire les choses rapidement, mais c'est de prendre le temps de bien les faire. Et ça, je sais que tu sais de quoi je parle. Fais comme si j'étais juste assise à côté de toi puis qu'on prenait ce temps-là ensemble. De toute façon, nos chemins se sont pas croisés pour rien, hein? Tellement heureuse aujourd'hui de recevoir Amélie Léveillé, qui est coach TDAH, qui est ma coach TDAH, et je l'ai découvert grâce à son podcast. Ça m'a vraiment permis de mettre des mots sur mes comportements, de me permettre aussi de me sentir humaine, normale dans ce que je vivais, dans ce que j'avais pas nécessairement parlé ou abordé. Donc, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de l'accueillir sur le podcast. Je crois que ça va énormément t'aider à mettre des mots peut-être sur ce que tu vis ou à mieux comprendre ceux qui t'entourent. Donc, je te laisse sur la présentation d'Amélie et j'ai hâte que toi aussi, tu puisses connecter avec cette femme formidable. Bonne écoute! Écoute, d'abord, merci de m'accueillir dans ton univers, puis c'est un honneur pour moi de t'accompagner dans nos séances. En fait, je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach TDAH, puis tu sais, ça fait quoi en hiver, ça? Dans le fond, moi, j'accompagne les adultes qui ont un déficit d'attention, très mal nommé, bon, ça c'est un autre débat, à mieux se comprendre puis à trouver des façons de fonctionner, des stratégies, des structures qui sont alignées avec le plus possible leur fonctionnement naturel. OK? Donc, moi, ce que je constate, c'est que on est très mal éduqué par rapport à ça. Puis, ça fait que les stratégies qu'on se fait dire en général, qui essaient plus fort ou as-tu acheté un agenda ou si tu voulais, tu pourrais. Non, c'est pas bien dit, mais en tout cas, ça fonctionne pas avec une personne TDAH. Et puis moi, je suis là pour essayer justement de briser ces perceptions-là, puis d'expliquer que tu peux réussir à atteindre ce que tu veux atteindre. Il va falloir trouver comment toi tu fonctionnes, puis comment toi, tu vas passer à l'action. Puis je pense que la clé est beaucoup là-dedans. Fait que moi, mon parcours, dans le fond, ça a été, je suis kinésiologue, j'ai fait un bac en activité physique, je me suis spécialisée dans la clientèle avec handicap moteur, donc j'avais déjà un certain désir de travailler en dehors de ce qui était dans les standards. Puis moi, ce que je réalise, c'est que je me suis toujours intéressée à comment ça se fait que tu as beau donner le meilleur programme du monde, tout le kit, la personne, elle n'arrive pas à changer. Qu'est-ce qui fait que ça se fait pas? Donc ça m'a toujours fascinée quand j'étais au bac, quand j'ai pratiqué. Ensuite, j'ai eu des enfants, j'ai changé complètement de domaine. Je suis allée, j'ai eu un café boutique pour bébé, parce que dans ce temps-là, j'étais un peu en hyperfixation sur le bébé et tout. Après ça, je suis revenue à mes amours, je suis allée dans le domaine du CrossFit et dans le fond, quand mes enfants ont grandi et que mes 3 enfants ont été diagnostiqués TDAH, donc les 3 le sont, puis que la psychologue a un peu dit, écoute, c'est génétique, puis vous avez comme gagné à la loterie. Fait qu'elle dit, je vous invite fortement à considérer c'est lequel des deux qui a le Joker, tu sais. Donc, je me suis mis à m'intéresser sur c'est quoi ça. Tu sais, dans le fond, moi, j'avais juste la perception publique, là, tu sais, et je me suis mis à creuser. C'est quand j'ai creusé sur comment ça se vit dans l'enfance, le TDAH, mais de l'intérieur et non pas du point de vue clinique en tant que tel. J'ai fait, hey, attends une minute, là, c'est vraiment moi, là, je me reconnais là-dedans. Puis je suis allée me faire évaluer. J'ai eu un diagnostic à l'âge de 39 ans, dans le fond, j'ai un diagnostic tardif. Et là, ça a comme été, ça avait allumé la lumière dans mon garde-robe. Tu sais, ça a fait, OK, là, je le sais avec quoi je travaille. Puis là, en bonne TDAH, je suis devenue en hyperfixation. Je me suis mis à consommer du contenu un peu de façon compulsive. Et ça m'a aidé énormément à comprendre, je te dirais pas 100%, mais en tout cas une énorme partie de mes comportements, puis de mes échecs, puis des choses avec lesquelles j'étais comme, voyons, pourquoi j'ai pas été capable de faire différent, puis tout le kit. Puis ça m'a amené dans le fond à rejoindre le fait que je suis intéressée par la psychologie, la mentalité de la personne, de pourquoi on n'arrive pas à changer avec le TDAH. Je suis allée me former aux États-Unis, dans l'école qui s'appelle l'ADCA.
Puis, dans le fond, moi, depuis ce temps-là, je pratique comme coach pour accompagner les gens qui vivent avec cette réalité-là, puis qui ont envie de comprendre comment ils fonctionnent, puis d'arriver à concrétiser et faciliter. Puis je pense que je vais te le dire en coaching, mais moi, je dis tout le temps faciliter. Je dirais jamais rendre facile, parce que ça sera pas facile. Mais on va Mhm. faciliter le passage à l'action. Ouais. Fait que ça, c'est important. Vraiment, vraiment importante. Puis, mettons qu'on fait un préambule. Concrètement, quand tu expliques ou vulgarises un peu c'est quoi le TDAH, parce que, tu sais, on en lit, on en Mhm. entend, puis là, tantôt, je te disais, c'est la diagnostic du siècle. Fait que pour les gens qui nous écoutent, ils sont comme, OK, oui, j'en ai entendu parler, c'est des gens qui parlent fort, qui ont beaucoup d'énergie. Hmm. Concrètement, c'est quoi? Tu sais, parce que moi, j'ai pas tant là, Ouais. d'énergie. Ou est-ce que... Donc, en fait, le TDAH, le terme officiel, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, il n'y a plus de distinction entre TDA et TDAH. C'est mis sous le même chapeau de TDAH parce qu'on met la distinction avec ou sans hyperactivité. Et principalement, en fait, c'est trois types de présentation. On a la présentation que tu viens de verbaliser, qui est la présentation hyperactive. Donc, où celle à la personne a beaucoup d'énergie physique. Souvent, ça va être accompagné avec des pas nécessairement un trouble de comportement, mais il va y avoir beaucoup d'impulsivité physique. Donc, la personne a tendance à peut-être, mettons, lancer des boules de papier à l'école ou, tu sais, faire le clown ou, tu sais, il va y avoir un effet de... C'est un trop plein d'énergie que la personne a besoin d'extérioriser. Tu as la présentation un peu opposée, qui est la présentation inattentive, qui est la plus fréquente chez les femmes. Donc, c'est une présentation où il y a une hyperactivité mentale, mais il n'y a pas nécessairement un grand niveau d'énergie. Donc, c'est une tendance chez les filles, ou les femmes, on a tendance à avoir une présentation plus du type on est dans la lune, on est dans notre petit monde, on se fait un petit peu oublier en classe. Souvent, cette personne-là arrive quand même assez facilement à performer à l'école à un certain niveau. Elle se fait souvent oublier parce qu'elle est dans sa tête, puis elle pense, puis elle pense, puis elle pense. Elle peut avoir une avoir tendance à parler beaucoup trop, mais ça ne s'exprimera pas avec un niveau d'énergie qui déborde comme on peut l'imaginer dans la croyance populaire. Et la présentation qui est la plus fréquente, c'est la présentation qu'on appelle combinée. C'est celle qu'on va voir plus souvent chez les garçons. Donc, c'est un petit peu d'hyperactivité physique puis un petit peu d'inattentif. Donc, quand les gens disent mais je comprends pas, il est monstrueux à la maison, puis la prof à l'école, elle sait même pas comment il s'appelle parce qu'il parle jamais. Ça, c'est une présentation combinée. Donc, il y a une capacité à réfréner son hyperactivité. Chez un hyperactif, cette personne-là, elle n'a pas cette capacité-là. Et à la maison, dans un environnement où on s'en sent en sécurité, ça explose. Donc, ça, c'est la présentation la plus typique chez les garçons. Non, pas chez les garçons, chez les combinés, mais ça reste la présentation hyperactive qui est la plus connue dans le monde populaire, c'est la moins fréquente. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que le TDAH, c'est un trouble qui est diagnostiqué par le DSM-5, donc le manuel de diagnostic en psychiatrie. Et ça prend, dans le fond, passer par là, si tu veux, t'es pas obligé en psychiatrie, là, mais il faut passer par là pour avoir un diagnostic officiel. Les chiffres varient. Au Québec, on a tendance à s'attacher à des statistiques très, très, très conservatrices et un petit peu vieilles, qui ont dit 3 à 5 Chez les Américains, on va monter jusqu'à 8 à 11 de la population. Donc, c'est quand même une grande marge. Chez certains spécialistes comme Barclay ou chez Hallowell, on est plus de l'ordre du 8 à 11 Est-ce qu'on en voit plus maintenant? Je pense qu'il y a plus de conscience de ce que c'est. Donc oui, il va y avoir plus de présence. Il y a aussi la réalité des parents comme moi, comme toi, qui vont avoir un enfant qui va être diagnostiqué, puis que là, ben, il y a une remise en question du parent parce que c'est dans les années 80-90, TDAH, c'était pas vraiment compris. Hyperactif. Exactement. Mais il faut faire attention. Le nom est très mal choisi, OK? Parce qu'en fait, c'est pas une problématique d'attention, c'est pas une incapacité d'attention, c'est une problématique de régulation du cerveau. Donc, on régule mal notre attention. C'est soit qu'on est super en hyperfocus ou pas du tout engagé. On régule mal
nos émotions. Donc, nos émotions sont à top 10 sur 10 ou pas partout. Fait qu'on est comme émotivement super engagé ou désengagé, puis ça, c'est peu importe le type d'émotion. On a aussi au niveau de la fonction exécutive. Donc, les fonctions exécutives, c'est tout ce qui est planification, priorisation, anticipation, structure, tout ce qui est, dans le fond, un adulte. C'est des choses qu'on a de la difficulté à faire, en partie parce que la science a l'air de... Ce qui s'en vient en ce moment, c'est que le cortex préfrontal serait moins bien irrigué en termes de sang, ce qui fait qu'on aurait de la difficulté à recruter. On a tendance à avoir une amygdale qui est hyper active. Donc, c'est comme si nos mécanismes de fight-flight, de réactivité, avaient tendance à être trop actifs par rapport à ces mécanismes-là où on prend le temps de faire une pause puis de réfléchir de c'est une bonne idée de faire ce que je suis en train de faire là? Est-ce que ça s'aligne avec ce que je veux? OK? Et le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui s'active pour 3 choses. Et ça s'arrête là. La première, c'est la nouveauté. Wow! J'ai jamais vu ça! Ça a l'air full excitant! OK? La curiosité profonde. Tu as des thèmes qui sont récurrents dans ta vie, qui vont revenir, que oui, peut-être que tu vas faire des détours, mais tu vas y retourner. Personnellement, je suis une fan de True Crime. J'écoutais ça, j'avais genre 12 ans, puis j'en écoute encore à 43. Fait que, tu sais, il y a un fil qui est là. La troisième, les deadlines. Ouais. Si c'est pas là-dedans, ton cerveau va considérer que c'est pas vraiment important. Mais le problème, c'est que la majorité des choses qui vont peupler ta vie, comme des bonnes habitudes de vie, poursuivre ton projet entrepreneurial, remettre tes comptes à temps, payer tes factures, gérer tes enfants, ben ça rentre pas là-dedans. Puis même si tu as, mettons, un deadline pour payer tes factures, le fait d'être puni pour quelque chose n'est pas un incitatif suffisamment important pour passer à l'action. C'est tellement fascinant. Pour vrai, je suis contente. Puis, tu sais, moi, je tiens à dire que dans ma vie, j'ai jamais pensé qu'il y avait des gens différents de moi. OK? Comme vraiment, la première fois que j'ai eu comme un petit doute par rapport à ça, c'est un de mes amis, en fait, qui passait le test Quadra et ça fait 10 ans. De ça, on était assis à table avec les amis, puis sa conjointe, puis il passait le test, puis tout le monde me disait « Oui, lui, mais Vicky. Oui, mais Vicky. Oui, mais Vicky. » C'est une gang d'amis que j'avais depuis des années. J'ai eu un petit questionnement, mais je m'associais pas justement à cette hyperactivité-là mentale, parce que dans ma tête, tout le monde est comme ça. C'est comme une norme, donc cette curiosité-là, cette sensation-là d'être hyper focus et de faire plein de choses en même temps, mais d'être hyper focus. Donc, tu sais, c'est comme, c'est une bulle où est-ce que tu as comme des onglets dans ta tête. Je fais tout ça en même temps et j'arrive à le faire dans un délai exceptionnel. Mais c'est tellement fascinant de comprendre et de voir que, bon, ben, effectivement, il y a des choses que tu n'es pas capable de faire comme les autres. Donc, tu as beau essayer de t'organiser avec un bel petit agenda, un beau planeur. Même s'il est bien beau, il est bien le fun. La première semaine, c'est le fun, tu l'as rempli. Mais après que tu l'as rempli, qu'est-ce qui se passe? Tu le regardes. Même plus. Tu sais, je le vois avec ma fille, là, les beaux tableaux magiques. C'est comme, Olivia, elle va les faire, les tableaux, elle aime ça. Elle est super motivée. Puis la première soirée. Et la deuxième soirée, c'est comme, je m'en contrefous, je les mets. Exact. Tu sais. Fait que je trouve ça vraiment fascinant. Puis, c'est quoi les traits, justement, qui font en sorte que là, qui sont complètement différents des autres? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que, justement, comment on fait, en fait, pour savoir que les outils que tu as développés sont pas adéquats pour toi? Parce que ça, c'était quelque chose que tu m'as apporté beaucoup, de me dire, mais ça, c'est peut-être pas adéquat de la façon dont tu le fais. Donc, comment est-ce qu'on peut faciliter ce passage à l'action-là ou faciliter cet objectif-là? Tu m'as parlé des pensées aborrescentes que moi, je ne connaissais pas, qui font en sorte que c'est tout à fait vrai. Tu sais, je me vois énormément là-dedans. Puis encore là, tu sais, je pensais que tout le monde était comme ça. Non, 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 non. En fait, la pensée en arborescence, c'est le principe de faire des liens. C'est un peu comme vraiment l'image de l'arbre est très, très représentative. C'est que dans le fond, tu pars avec un tronc, puis là, ça s'en va dans toutes les directions. Tu fais des liens là où les gens ne feraient pas nécessairement des liens. Puis c'est ce qui fait des fois que les conversations peuvent être un petit peu difficiles. Et pas juste ça, des fois,
moi, je parle, puis ça pense dans ma tête, puis je suis rendue plus loin, puis là, quand je reparle, ben, je suis plus du tout en même place que toi. Ce Ouais. qui est fascinant, c'est qu'en général, entre TDAH, on arrive à se suivre, mais avec les autres, c'est moins présent. Puis ce qui arrive aussi, c'est que si la conversation m'intéresse pas super gros ou que c'est un sujet qui est vraiment pas super engageant pour moi, je vais avoir tendance à décrocher, puis je vais avoir tendance à aller un petit peu dans mes pensées, puis là, je vais me promener dans le fond. Fait que les gens qui sont TDAH ont tendance à avoir une énorme créativité. Puis quand je te parle de créativité, ça ne veut pas dire art, tu sais, art Ouais, plastique, ouais, ça veut ouais. pas dire ça. Ça peut être une créativité, tu sais, un peu comme pas nommer le gars d'Apple, là, Steve Jobs, tu sais, Steve Jobs était TDAH, il avait une créativité, pas nécessairement en plastique, là, mais donc les TDAH, on a cette tendance-là. On a une tendance à être des grands généralistes. Donc, on va s'intéresser à énormément de projets, pas de projets, excuse-moi, de sujets, qui de l'extérieur vont avoir l'air de pas se rejoindre, mais c'est ça la pensée adolescente, c'est que quand je travaille avec une personne, je vais chercher de l'information. Je le vois un peu comme si j'avais un nuage autour de ma tête, puis je vais chercher de l'information qui, tu sais, ah, ça, j'ai pris ça là, mais tu sais, puis je me promène dans cette information-là parce que ça fait des liens et ça me permet de faire, dans le fond, de donner l'information que si on était juste en pensée, ce qu'on appelle linéaire, donc A, B, C, D, tu n'y arriverais pas à faire ce chemin-là. Ou en tout cas, ça serait beaucoup plus difficile. Ce qui fait qu'on a tendance à penser en dehors de la boîte, on a tendance à, c'est ça, comme je disais, à être hyper créatif ou innovateur. Il y a une distinction entre les deux, là. Les innovateurs, c'est des gens qui vont prendre ce qui est là puis l'améliorer. Puis les créatifs, c'est vraiment des gens qui partent de rien puis qui vont créer quelque chose. On a tendance à vouloir avoir des profils entrepreneuriales, pas tous, mais c'est quelque chose qui est présent beaucoup parce qu'on remet les choses en question, parce que nous, on identifie, tu sais, le TDAH, en fait, c'est un cerveau qui aime résoudre des problèmes. On aime identifier des problèmes, puis on aime résoudre des problèmes. C'est super, c'est pas toujours agréable pour la personne qui reçoit Ouais, ça, ouais. mais on aime ça, faire ça. Puis quand je parle de réseau de problèmes, c'est pas nécessairement que toi, t'es fan de maths, là. Moi, j'aime pas les maths. Fait que j'avais de la misère avec les maths à l'école. Mais on est des gens qui, c'est ça, on aime, tu sais, ah, attends une minute, j'observe que ça fonctionne pas, puis là, comment je pourrais, puis là, je vais aller chercher l'information à des endroits où ça, comme je te dis, ça ferait pas nécessairement de logique, mais quand tu viens de placer, ça fonctionne. Fait que ça, c'est une de nos forces, parce que le TDAH, ce n'est pas que des défis, c'est des forces, c'est juste que souvent, on ne sait pas comment les utiliser ou on ne nous l'a pas appris parce que le système scolaire fonctionne pas comme ça, mais aussi, ben, comme parents, c'est pas si facile que ça, parenter un enfant TDAH, hein, dans le sens que faut accepter que l'enfant a un processus qui est pas nécessairement dans les normes. Ouais. Puis, tu sais, qu'il va y avoir des défis. Avec le TDAH, ça fait partie de ce qu'on appelle de la neurodivergence et souvent, c'est accompagné d'une panoplie de petites amies. Donc, ça peut être des troubles d'apprentissage, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la, tu sais, profil un petit peu plus dépressif. Donc, souvent, il y a comme plein de petites choses qui tournent autour de ça, fait il faut prendre soin de ça. Mais je pense que c'est une grande force quand c'est bien utilisé, quand c'est bien compris, puis qu'on sait comment mieux gérer. Tu sais, tu me posais la question de comment découvrir si une stratégie fonctionne pas, ben c'est pas compliqué. Si tu recommences sans arrêt la même puis qu'elle marche pas, arrête de penser que le problème c'est toi. C'est jamais toi. C'est toujours la stratégie que tu utilises. C'est soit qu'elle manque de clarté, soit que c'est pas les bons outils, soit qu'elle répond pas bien à tes besoins, soit qu'il y a toujours quelque chose, puis ça peut être super simple. Tu as pris l'exemple de l'agenda. Moi, j'ai acheté des agendas. Si je faisais vraiment l'inventaire, probablement que je dois avoir dépensé plus de 1000$ en agenda dans ma vie, au moins. OK? Puis, ce que je réalisais, c'est que j'achetais tout le temps des agendas sur l'esthétique. Je voulais que ce soit beau, je voulais que... Puis, j'ai réalisé que moi, je suis quelqu'un qui a besoin que les choses soient placées en ordre logique. J'ai besoin d'avoir le déroulement de ma journée en ordre logique. Fait que les agendas qui sont des blocs, puis mettons, comme là, ce matin, on avait rendez-vous, si je le mets dans mon agenda, mais que j'ai quelque chose qui se rajoute avant, puis que j'ai plus de place, je suis toute fourrée.
Tu sais, mon cerveau, il est comme genre, je comprends pas, ça marche pas. Puis là, ça bug. Ouais. Fait que là, c'est sûr que je l'écrirai pas, puis je vais l'oublier. Ou, tu sais, fait que, mais ça, il a fallu que j'observe mon fonctionnement naturel, de dire, OK, attends une minute, moi, ce que je comprends, puis j'en ai des clients que c'est pas un problème, ou Ouais. t'as pas beaucoup de rendez-vous. Fait que c'est pas C'est pas une problématique. c'est pas une problématique. Au-delà de ça, c'est pas parce que tu as un agenda que ça va se mettre à fonctionner tout seul. Il faut que tu Ouais. saches comment tu vas l'utiliser. Mon agenda, personnellement, il est à côté de mon bureau, dans le sens que tu es à côté de l'endroit où je travaille. Et je ne prends jamais de rendez-vous si je ne suis pas capable de l'écrire au moment où je suis en train de le prendre. Fait que ça veut dire que quand je vais chez le dentiste, puis le dentiste, il me dit, est-ce que vous prenez rendez-vous dans 6 mois, madame? Je dis tout le temps, je vais vous rappeler. Et là, je m'envoie un texto à moi-même, puis je le prends pas, le texto, me disant, appelle le dentiste en arrivant à la maison. Fait que là, je sais que j'ai des systèmes de support. Tu sais, ça prend plein de petites affaires autour de moi. Fait que là, quand je reviens à la maison, je regarde mon agenda, puis là, je fais OK, là, je peux l'appeler parce que je sais que je vais être capable de l'écrire au moment où je le prends. Ouais. Sinon, ça marche pas. C'est le fun que tu en parles de ça parce que, tu sais, c'est des choses que. Puis là, je rentre là-dedans, je le sors de la façon que je le sors, mais gars, Oui. c'est pas pareil. C'est c'est tellement simple de juste prendre ton téléphone, ton agenda, de l'écrire, mettons, au dentiste, sauf que tu le sais que ça va pas fonctionner. Pourtant, moi, je me tapais sur la tête, en fait, parce que des affaires, justement, que je n'étais pas capable de faire ou qui ne fonctionnaient pas, mais qui étaient hyper simples à faire et à comprendre. Donc, ça m'amenait, je revenais avec une charge de culpabilité, des fois de Mhm, honte, de mhm, gêne, de mhm. plein d'émotions, parce que c'est des affaires tellement simples, banales du quotidien, qui font en sorte que t'es censé être capable de faire ça, mais en réalité, ça fonctionne pas pour toi. Non. Donc, c'est facile de se remettre en question, de se dire, voyons, c'est quoi le problème avec moi? Puis moi, je donne l'exemple, tu sais, j'ai eu mon diagnostic en mai 2024, donc j'avais 31 ans. Et ça faisait 3 jours que je plaçais mes clés au bon endroit. Puis je disais à mon Mhm, chum, je les ai mis là pour être sûre de ne pas les oublier. Et à tous les jours, j'appelais mon chum en disant, t'es parti avec mes clés. mhm, Mais je me rappelais pas que je les avais mis là. mhm. C'est comme, c'est sûr, je fais de l'Alzheimer, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais c'est des exemples comme ça qui ont fait en sorte que quand je t'ai rencontré, j'ai fait comme, OK, tu sais, je peux-tu moi aussi développer des outils Oui, simples au oui, quotidien qui vont m'aider moi et que me sortir de cette mentalité-là que c'est la norme, que ce soit facile à faire et facile à comprendre ou simple pour majoritairement des gens, mais que oui. pour moi, ça ne le soit pas. Tu sais. Exact. Ben, en fait, tu vois, ce que j'entends, tu sais, là, moi, ce que j'ai entendu dans ce que tu me dis, c'est quelque chose que je vois souvent, l'utilisation de je vais m'en souvenir. Ouais. Ou je devrais m'en souvenir, ou en tout cas, peu importe la formulation que tu utilises, mais que ça a rapport avec le fait d'utiliser ta mémoire, c'est la moins bonne des pires stratégies que tu peux utiliser. Fait que c'est la stratégie à mettre aux poubelles. Sérieusement, si tu as un TDAH ou tu suspectes que tu as un TDAH, c'est l'affaire la plus importante à faire. C'est la plus tough à faire parce que Mhm. c'est celle qu'on nous a tout le temps appris à utiliser. Tu reviens avec tes clés. Moi, là, je me suis embarrée dehors là, plusieurs fois. OK? Puis il y a une fois, je me suis embarrée dehors, il faisait vraiment froid. J'avais mon chien, fait que j'étais pas capable d'aller dans un café, j'avais pas mes cartes, fait que j'étais même pas capable de dire je vais aller quelque part, tu sais, perdre mon temps. Mon chum était parti à la job, puis mes enfants étaient à l'école. Et là, j'étais dans l'arbre, tu sais. Fait que j'ai été obligée d'aller à l'école de mes enfants, qui est à distance de marche, mais quand même, j'ai été obligée d'aller chercher les clés de mes enfants à l'école primaire, OK? Pour leur demander de me donner les clés. Ça a été comme profondément humiliant pour moi. OK? Peut-être que pour quelqu'un qui a un potéage, il va se dire, ben voyons, là, reviens-en. Non, pour moi, ça a été, voyons que je suis pas capable d'être une maman. De quoi j'ai de l'air, là? C'est OK? comme c'est des événements qui peuvent être justement répétitifs. Fait qu'à un moment Exactement. donné, ça devient comme une C'est humiliant. c'est ça. Tu sais, c'est humiliant, là. Je veux dire, je pouvais pas passer la journée dehors, il faisait genre -10, j'avais un gros chien, j'avais pas de bouffe, j'avais pas de toilette, j'avais rien, tu sais. J'étais pas fonctionnelle de rester dehors, là. Puis
Tu sais, puis mon chum, il pouvait pas revenir de sa job pour venir me débarrasser à la porte. Fallait que je me débrouille. Puis là, cette journée, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'y arrive pas? Puis c'est dans ces moments-là, je me suis dit, OK, c'est parce que je fais pas la bonne affaire. Je me fie sur le fait que je vais m'en souvenir. Fait que cette fois-là, en fait, j'ai développé une stratégie. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un petit support à clé, là, que je trouvais full cute. Là, j'étais bien contente. J'ai trouvé sur Pinterest, en tout cas. Je l'ai mis dans l'entrée que, genre, c'est impossible que je le vois pas. OK? Et j'ai développé un mantra qui est... C'est un mantra, c'est pas moi qui l'ai développé, je l'ai picked up somewhere, mais c'est en anglais, mais j'ai utilisé en français, c'est fais-le maintenant, tu le feras pas plus tard. Mm-hmm. OK, parce qu'un des défis quand on a un TDAH, c'est qu'on se fait croire qu'on va s'en souvenir tantôt, tout à l'heure, plus tard, whatever. OK, demain, peu importe le temps. Je te le garantis, tu n'en souviendras pas. Pas parce que tu n'es pas capable, parce que de façon aléatoire, ça va marcher. Mais le problème, c'est que c'est pas constant. Puis dans ce genre d'affaires-là, tu as besoin de constance parce que chercher ses clés ou oublier ses clés, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Fait que moi, j'ai développé le mantra que quand je rentrais avec mes clés, je rentrais là, puis la première affaire que je faisais, c'était fais-le maintenant, tu le feras pas plus tard. Fait que je remettais mes clés sur son support à clé. Puis à force de le faire, puis quand je passais devant, tu sais, je ramassais mes clés puis je partais avec. À force de le faire, c'est devenu une forme de... C'est pas un automatisme, faut que je me répète le mantra quand même, mais c'est comme si c'était rendu un peu une blague de l'utiliser, tu sais. C'est rendu un peu drôle. Par contre, ça a pris la collaboration de tout le monde parce que mon chum avait tendance à prendre mes clés puis les mettre ailleurs ou, tu sais, quelqu'un d'autre ou, tu sais, fait qu'il y a aussi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai divisé mon porte-clés. J'ai enlevé la clé de la poste de mon porte-clés pour le mettre ailleurs. J'ai enlevé la clé de la piscine pour le mettre... Comme ça, les gens n'avaient pas de raison de prendre mes clés de maison. Ils ont toutes leurs clés. Ils ont pas... Fait que, parce que si vous venez jouer dans mes stratégies, je suis faite, là. Puis les enfants sont très bien informés. Les clés, ils ont un élastique. Ils retournent sur le support à clé. S'ils ne retournent pas, tu perds le droit d'utiliser les clés. Mm-hmm. J'ai l'air raide un peu, mais c'est parce que si on se met à faire ça, là, on est 5 TDAH. Sais-tu comment on va les perdre, les clés? Mm-hmm. Ben oui. C'est Ben ça. oui. Fait que ça a été, j'ai mis plein d'affaires en place. Ça a été de déterminer l'endroit précis qui faisait du sens, pas en termes d'esthétique, pas en termes de je vais y penser, en termes de c'est dans l'entrée, mais je peux pas manquer ça, là. Je veux dire, je passe devant, en rentrant, en sortant, c'est ça que je vais y penser. Après ça, ça a été de mettre un pictogramme aussi au-dessus de fais-le maintenant, fais-le pas plus tard. Fait que là, ça a été non seulement l'incitatif visuel, mais genre plus quelque chose qui me dit, hey, fais ce que tu as à faire, là. Puis, je me suis vraiment j'ai beaucoup travaillé ce qu'on appelle la régulation émotive parce que quand je rentrais dans la maison, je me disais, je vais m'en occuper tantôt, là. J'ai laissé dans mes poches de manteau ou dans... Non! Il faut que tu te sortes ça de la tête. Tu t'en occuperas pas tantôt. Je voulais juste être sûre que tu puisses participer toi aussi parce que en allant sur mon site internet et en t'inscrivant au concours, tu peux gagner une séance d'hypno-coaching complètement gratuit. Fait que c'est le temps si tu as envie d'essayer puis ça fait longtemps que tu me suis. Vas-y t'inscrire. Tous les détails sont dans la légende. Hey, bonne écoute! T'appliques ta stratégie. Puis ça passe par la régulation émotive. Fait que c'est pas d'essayer plus fort, c'est d'essayer mieux. Puis c'est de travailler ce qu'on appelle la régulation émotive pour être capable de prendre une décision qui est alignée avec toi. Moi, mon objectif, c'est d'avoir mes clés quand je sors de la maison. Ouais. C'est ça mon objectif. Ouais, puis c'est un objectif qui t'amène justement à... qui fait en sorte que tu t'éloignes de la problématique que tu as déjà vécue. Donc, il y a assez de motivation pour soutenir justement les stratégies que tu mets en place. Oui. Ben en fait, c'est qu'il faut que la stratégie, elle soit... Tu sais, ce qu'il faut, là, c'est que la stratégie soit claire. Comme moi, ce que je fais souvent, c'est que je dis, OK, si c'est moi qui avais appliqué à ta stratégie, comment je vais le savoir qu'il faut que je le fasse? Mm-hmm. Faut pas que j'aille à y réfléchir, faut pas que j'aille à me demander qu'est-ce qu'a fait Vicky ou quand est-ce que... Non, faut que ça soit super clair, c'est quoi l'élément déclencheur du comportement, c'est quoi exactement le comportement, puis pourquoi c'est super important pour toi de faire ce comportement-là. Puis c'est avec ces éléments-là qu'on va développer des stratégies qui vont s'aligner avec ton fonctionnement. Tu sais, maintenant, j'utilise plus vraiment mes clés parce que j'ai changé ma serrure, j'ai mis des numéros
Oh my God, ça, c'est magique, là, nous, aussi, on a ça. Ouais, mais tu sais, ça crée d'autres problèmes parce qu'elle a déjà arrêté de marcher. Ouais. Fait que là, on a caché une clé des autres portes ailleurs, tu sais. Mais je veux dire, c'est d'avoir le. Dans le fond, c'est vraiment d'arrêter de partir du principe que tu devrais faire les choses autrement. C'est comme de repartir avec une page blanche puis te demander, OK, c'est quoi que je cherche à obtenir? Comment on va l'obtenir? Puis comment faire pour que que j'aille pas à m'en souvenir ou que j'aille pas à user d'énormément de volonté pour passer à l'action. Quand tu enlèves ces éléments-là, ça va t'aider à créer une stratégie qui est plus alignée. Fait que, tu sais, c'est la même chose avec l'agenda. Tu sais, moi, j'ai facilité mon passage à l'action parce que j'ai plein de beaux petits crayons de couleurs. Fait que j'ai des codes de couleurs. Je trouve ça full excitant. J'aime le hit de dopamine d'écrire. Tu sais, quand je m'entraîne, je trouve ça le fun de l'écrire. J'aime pas l'écrire à l'avant, j'aime l'écrire après. Il y a comme un hit de dopamine que ça me donne. Ouais. C'est ça. J'aime, tu sais, avoir plein de belles couleurs, je trouve ça le fun. Il est toujours à la même place, il n'y a personne qui a le droit d'y toucher. Si quelqu'un y touche, ça va mal. Pas ça va mal, mais dans le sens que les gens, tu sais, parce qu'avant, mes enfants déplaçaient mon agenda, je disais, arrête! Fait que j'ai déterminé un endroit. Il faut que tu saches aussi ce que tu es plus électronique ou papier. Je suis pas très électronique, fait que ça fonctionne pas. J'ai tendance à être papier, puis c'est correct. Si t'es électronique, c'est correct aussi. Fait que c'est d'apprendre à reconnaître qu'est-ce qui t'aide, puis qu'est-ce qui t'aide pas. Mais clairement, te fier à ta mémoire ou à ta volonté, ça t'aide pas. Parce que c'est des choses que les TDAH, on n'a pas beaucoup. Notre mémoire de travail, qu'on appelle, là, elle est moins importante que la moyenne de la population. Donc, on a moins grande capacité de mémoriser de l'information. Chaque fois que tu rajoutes quelque chose dans ton assiette de mémoire de travail, il y a quelque chose qui sac le camp. Donc, quelque chose qui s'en va. OK? Fait que chaque fois que tu veux utiliser cette stratégie-là, c'est au détriment de d'autres choses que tu as mis dedans qui étaient importantes pour toi. Mais tu ne peux pas choisir laquelle. C'est ton cerveau qui choisit pour toi. Donc, tu vas le voir plus tard, la conséquence de ce choix-là. Puis la volonté, moi, j'avais un peu comme un petit saut. Tous les matins, tu te lèves, ton seau il est plein. L'affaire avec le TDAH, c'est qu'on en a moins que la population générale et on la taxe beaucoup plus. OK? Et à la fin de la journée, ben, s'il en reste plus, il en reste plus. Tu peux pas en rajouter, tu peux pas en recréer, il faut que ça va être recréé pendant la nuit pour le lendemain matin. OK? Fait que plus tu te fies à ça, plus tu le taxes, plus tu t'arranges pour que tu te rendes même pas à la fin de la journée. Là. Ouais. C'est là que tu vas avoir tendance à avoir des comportements de type doom scrolling à 2 heures du matin. C'est parce que ta réserve de volonté de prendre des décisions saines et alignées, il n'y en a plus là. Tu peux pas te fier à ça. Puis en plus, les cellulaires, c'est super addictif. Mais tu sais, c'est souvent là que tu vas te mettre à manger ton sac de chips ou ta barre de chocolat ou que tu vas prendre ton 4e verre de vin ou que tu vas... Parce qu'il n'y en a plus de réserve là. Tu as fini ça parce que t'as cherché à l'utiliser pour tes clés, par exemple. Donc là, ce que je comprends dans de ça, c'est tout ce qui est notre réserve de dopamine. Ben, en fait, plus ou moins, parce que la dopamine, c'est pas quelque chose dans le fond, la dopamine ne fonctionne pas comme ça. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est responsable de la satisfaction immédiate, OK? Donc, ça, tu peux en avoir techniquement à l'infini. Le problème de la dopamine, en fait, c'est que nous, on a un niveau de production qui est plus faible que la moyenne de la population, donc ça nous en prend plus pour réussir à atteindre une satisfaction. Et le cerveau, de la façon qui fonctionne, c'est vraiment comme une balance. Quand tu crées un pic de dopamine, tu débalances les neurotransmetteurs dans ton cerveau, puis ton cerveau, lui, il va travailler pour ramener ta balance à zéro. Mais quand il ramène ta balance à zéro, il ne le fait pas délicatement pour y arriver tranquillement. Il crée un effet contraire qui va créer une balance dans l'autre sens pour revenir exactement au centre après. OK? C'est ce qui fait que quand tu arrêtes quelque chose qui est très satisfaisant du point de vue de dopamine, c'est très désagréable. Parce que ton cerveau, il va pousser la réaction inverse pour ramener au zéro. Le problème, c'est qu'on devient tolérant à ça. Donc, pour créer un pic de dopamine, ça t'en prend de plus en plus. OK? C'est pour ça que tu as tendance, au lieu de consommer 5 minutes de réseaux sociaux, tu vas avoir besoin d'en consommer 30, 40, 70, tu vas augmenter. Puis plus ton pic est haut, plus la réaction inverse est forte.
Donc, plus le retrait est difficile, OK? Fait que ça veut pas dire que t'es pas capable de générer ça à l'infini, c'est juste que ça t'en demande de plus en plus pour réussir à atteindre ce que tu cherches, OK? Et le problème de la dopamine, c'est que, en fait, c'est rattaché à la satisfaction immédiate. Donc, en général, la plupart de nos objectifs sont pas dans la satisfaction immédiate, sont plus dans la satisfaction long terme, comme s'entraîner. T'sais, moi, personnellement, j'ai pas un hit de dopamine quand je commence à m'entraîner. Je suis pas, même si j'ai une bonne constance, j'ai quand même toujours pas trop le goût, tu sais. Ouais. C'est après que j'en ai un. Tu sais, je vais en avoir un après. Mais le, le pont entre le moment où je dois commencer puis la fin me semble tellement grand que c'est facile de négocier que tantôt, ça va être moins difficile. OK? L'affaire, c'est que c'est beaucoup plus satisfaisant pour obtenir de la dopamine d'aller sur mon cellulaire ou de manger une barre de chocolat parce que j'ai de la dopamine comme ça. Pas avec mon entraînement. Puis l'entraînement, en fait, ça va plus générer au niveau de la sérotonine, de l'ocytocine. Donc, des neurotransmetteurs qui sont plus calmes, mais qui vont procurer une satisfaction, un sentiment de bien-être plus prolongé, tandis que la dopamine est vraiment rattachée à la récompense, à la transgression, à genre faire du snooze sur ton cadran le matin, ça donne la dopamine. Okay? C'est pour ça que c'est le fun de le faire. Comme on transgresse une règle, tu sais. C'est associé avec des comportements addictifs. C'est associé, puis on vit dans un univers d'abondance. Mais pas juste d'abondance, de surabondance. Donc, l'accès à ça est infini. Fait que ça demande beaucoup d'efforts de reconnaître, attends un petit peu, je pense que ça, je suis pas capable de contrôler cette source de dopamine-là, donc peut-être qu'il faudrait que je trouve une manière de moins aller là-dedans ou en tout cas de moins l'utiliser. Mais c'est pas la volonté et la dopamine, c'est pas exactement le même mécanisme, là. Mais il faut savoir que la dopamine, c'est c'est quelque chose qui est comme ça pour tout le monde. C'est juste que chez les TDAH, c'est beaucoup plus exacerbé. Cette recherche de dopamine, c'est ce qui va nous amener à avoir des comportements addictifs, c'est ce qui va nous amener à avoir des comportements qui vont nuire à notre santé, c'est ce qui va amener des comportements, tu sais, même jusqu'à... J'ai vu des études passer où il y a une surreprésentation du TDAH en prison parce que c'est dopamine seeking. Tu sais, tu cherches la satisfaction immédiate contrairement à l'obtention de quelque chose de bénéfique sur le long terme. Donc, on n'arrive pas à prendre le pas de recul nécessaire, se demander est-ce que d'ouvrir mon cellulaire à 11 heures le soir, c'est aligné avec mon désir de prendre soin de ma santé? Ben non, c'est super le fun. Il faut y aller. Mais oui, puis comment est-ce qu'on fait pour justement entamer ce passage à l'action quand il y a un désir justement d'atteindre un objectif qui nécessite pas nécessairement, en fait, qui est moins satisfaisant à court Mhm. terme? La première des choses, c'est qu'il faut que tu te demandes pourquoi tu veux chercher cet objectif-là. Qu'est-ce que tu essaies d'obtenir là-dedans? Puis plus ça va être clair, plus ça va être aligné avec tes priorités et valeurs, plus on a de chances de l'atteindre, OK? Donc, il faut vraiment que ça parte de toi, puis qu'il y ait une volonté, que ça réponde à quelque chose de plus grand que juste « ça serait le fun » ou « je vais impressionner les gens » ou, tu sais, il faut vraiment que ça parte de toi. Puis une fois que ça part de toi, dans le fond, il faut comprendre qu'il y a comme une courbe de Bell inversée, OK, au niveau de la motivation. Donc, au début, tu es dans une période où tu es super optimiste, tu es complètement déconnecté de la réalité, tu penses que tu vas être Superman puis tu vas y arriver. Puis éventuellement, ça va baisser, puis là, ça va devenir comme très réaliste, tu vas faire pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Puis là, attends, ça descend encore. Puis là, tu vas descendre, tu vas aller dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir, ou en anglais, Valley of Despair, où là, tu n'as absolument aucune forme de dopamine, l'objectif est encore loin, il faut que tu continues à passer à l'action, mais c'est difficile. Puis éventuellement, tu vas avoir une remontée qui va s'en aller vers « Hey, finalement, je pense que je suis capable de le faire. » Puis là, éventuellement, tu vas aller dans la partie où tu as complété l'objectif que tu cherches ou
je sais pas, mettons, l'acquisition d'un comportement. Et là, tu vas avoir une récompense, un gros hit de dopamine, de la sérotonine associée à ça, puis tout le kit. Le problème des TDAH, c'est que généralement, on abandonne, on n'est même pas rendu en bas, puis on abandonne, OK? Donc, si tu veux passer par-dessus, parce que pour obtenir ton résultat, tu n'as pas le choix de faire ça. D'un, il faut faire la paix avec ça. C'est pas vrai que quand tu vas trouver la bonne affaire, ça va se faire tout seul. Ça c'est faux. Je sais pas pour les neurotypiques, je pense que non, mais chez les TDAH, c'est complètement faux. Tu vas passer par le bout de rough. OK? Il faut faire la paix avec ça. Fait que c'est pour ça que c'est important que ça soit aligné avec toi. Il faut que tu le veuilles suffisamment pour dire je sais que ça va être tough, mais je sais que je vais être capable. Puis la deuxième affaire à faire, c'est de quoi j'ai besoin pour passer à l'action. Fait que c'est là qu'on va aller développer des stratégies. Peut-être que c'est de travailler avec quelqu'un, peut-être que c'est de t'engager un coach ou une personne comme toi pour supporter ton fonctionnement. Peut-être que c'est de faciliter, de mettre de plein de stratégies en place. Donc, il va y avoir plein de choses. Le docteur Hallowell fait référence à ce qu'on appelle des scaffolding, donc c'est quoi le mot en français? Un peu comme voyons, tu sais, ce qu'on met autour d'une bâtisse pour maintenir la bâtisse en place, là. La footing, la fondation, Non, 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 vraiment, c'est comme des... Ah, wow, tes écouteurs vont faire... Voyons, ils connaissent pas leur mot! Des échafauds, c'est ça, oui. on veut placer des échafauds en place pour faire en sorte que la personne qui est au centre, quand elle tombe un peu d'un bord ou de l'autre, il y a quelque chose qui la rattrape. Elle fait pas juste tomber, puis je suis rendue au sol, on va faire d'autres choses, tu sais. Fait que c'est toutes sortes de stratégies qu'on va venir placer autour qui vont t'aider à passer par-dessus ce moment-là que je ne peux pas te dire combien de temps il va durer parce que ça va dépendre de ce que tu cherches à faire. Mais c'est de passer au travers de ça. Puis pour ça, il faut que les deux éléments soient présents. Que ça soit suffisamment aligné avec ce que tu veux, donc que tu sois clair dans ce que tu cherches là-dedans et que tu t'équipes de la bonne façon. Puis quand je parle de la bonne façon, je ne veux pas dire qu'il y a une bonne façon de faire, là, je parle de trouver tes façons à toi d'atteindre ton objectif, de qu'est-ce que j'ai de besoin. Chez les TDAH, le fait d'être avec des gens ou accompagné par des gens, sans nécessairement dire que tu fais le travail ensemble, là, tu sais, le fait de savoir que tu as quelqu'un qui attend le résultat de ce que tu vas lui présenter, le fait de t'engager auprès de d'autres personnes, c'est souvent un élément motivateur. Fait que, tu sais, mettons que ton objectif, c'est de courir une course cet été, mettons, là, ben, de t'inscrire avec d'autres personnes, puis de savoir que ces personnes-là vont être impliquées avec toi sur une base semi-régulière, soit que vous vous entraînez ensemble de temps en temps, soit que vous partagez ça par texto, ça va t'aider à passer à l'action. Ça, c'est une stratégie qui est souvent très, très forte chez les TDAH, d'avoir des gens qui sont impliqués ou qui t'accompagnent dans ton processus. Ça va nous aider à maintenir cet engagement-là. Oui, mais aussi à décharger le poids qu'on devrait y arriver tout seul. Ouais. Fait que je pense que c'est de ramener ça à ces deux éléments-là. Fait que si tu vois que c'est pas aligné avec toi, ben peut-être que c'est pas le bon objectif ou peut-être que c'est pas la bonne manière d'atteindre ton objectif. T'sais, peut-être que ça serait de passer. Si ton objectif c'est de te remettre en forme, t'es pas obligé de courir. Hein? Fait que t'as le droit de faire d'autres choses que la course. Fait que puis c'est de te demander qu'est-ce que tu as besoin. Tu sais, je reviens à l'entraînement. Je suis quelqu'un pour qui c'est très important parce que ça m'aide énormément à gérer mes symptômes, mon état d'esprit, tout ça. Mais j'ai remarqué que moi, j'ai besoin de plein d'éléments pour que ça se fasse. J'ai besoin de la musique. Puis j'ai besoin que je la trouve bonne. Fait que faut qu'elle fasse mon affaire. J'ai beau être kinésiologue et être capable de me programmer, je déteste suivre ma programmation. Fait que j'ai besoin d'une programmation que c'est pas moi qui a fait. Mais pas juste ça. Moi, ce que j'aime, c'est faire play puis suivre la personne. Puis, notre affaire, j'ai ça faire 2 fois la même affaire. Fait que, tu sais, les programmes que tu vas me demander de répéter 6 fois la même affaire, tous les lundis, 6 fois le mardi, c'est pas pour moi. Fait que, tu sais, j'ai remarqué toutes ces choses-là, puis je me suis demandé, OK, qu'est-ce qui correspond à ça? Puis ça n'a pas besoin d'être, toi, tu as le droit de fonctionner différemment, mais moi, c'est ce que j'ai identifié qui fonctionne pour moi. Je suis très solitaire dans mes entraînements. Donc, je m'entraîne pas avec du monde. J'aime pas ça.
Tu sais, ou sinon, je suis très compétitive. Je vais essayer de te battre. Fait que Amélie, elle sort à quatre pattes. moi, je suis très compétitive. Puis, une chose qui a facilité mon passage à l'action, c'est que je me suis équipée à la maison. Moi, je préfère m'entraîner à la maison que d'aller au gym parce que ça me fait perdre du temps d'aller au gym. Puis, j'ai revisé aussi beaucoup le temps que j'ai investi. Je fais du yoga, puis dans ma tête, un vrai yogi, c'était quelqu'un qui allait dans un studio 3, 4 fois par semaine, qui faisait 1 heure. Pas le temps de faire ça, moi. Oui. Fait que, tu sais, j'y vais 1 fois ou 2 semaines, peut-être. Le reste du temps, c'est une pratique que j'ai à domicile. Puis, tu sais, généralement, je fais 20 à 30 minutes. Ce matin, j'ai fait 5 minutes. Mais je trouve ça bien que tu l'apportes aussi parce que justement, ce passage à l'action-là vient en lien avec des idées préconçues qu'on a qui vont mener à des résultats. Moi, je me rappelle encore quand j'ai décidé de recommencer à m'entraîner après mes congés maternité. Puis je disais, ben gars, je le fais quand je peux parce que là, avec la petite qui se réveille ici et là, puis les nuits que je dors pas, je le fais quand je peux. Puis j'étais motivée à le faire. Fait que, tu sais, je le maintenais. Puis à un moment donné, ma mère, ah, puis je l'aime d'un amour, là, tu sais, c'était pas méchant ou quoi que ce soit, mais elle me disait, là, si tu ne vas pas 3 fois par semaine, ça vaut pas la peine que tu t'entraînes. Uh-huh. Mais là, j'ai eu cette réflexion-là de me dire, je me suis posé la question. Mais en fait, quand je le fais, peu importe le nombre de temps que je le fais, peu importe ce que je fais, ça me fait du bien. Donc, je vais continuer à le faire, puis ça va être déjà ça de plus que si je ne l'avais pas fait du tout. Exact. Mais dans Exact. d'autres situations, j'ai dû déconstruire certaines idées préconçues parce que mon passage à l'action ne venait pas parce que j'avais pas le temps de le faire, parce que j'avais Exact. pas le temps de l'inclure dans mon horaire, parce que il me manquait des petits trucs, il me manquait des outils, il me manquait X, Y, Z qui faisaient en sorte que ben, je peux pas commencer parce qu'il manque quelque chose. Exact. En réalité, c'est pas nécessairement vrai. Mais ça revient avec les TDAH, on a tendance à être perfectionniste. C'est un mot que j'utilise avec parcimonie parce que souvent, on ne s'identifie pas comme ça. Le perfectionniste, on a tendance à penser que c'est que la personne qui, de l'extérieur, a l'air de tout faire, OK? On en connaît toute une personne comme ça, puis elle nous énerve. Mais le perfectionnisme, en fait, dans la majorité des situations, c'est pas ça. C'est de fixer la barre à un niveau où, en réalité, c'est à peu près impossible de l'atteindre. C'est de considérer que tout ce qui est en dessous est pas valable. Donc, tu vas peut-être même passer à l'action, mais tu vas considérer que c'était pas bon parce que ça n'a pas été fait de façon parfaite selon ce que tu vois, tu sais. Comme moi, quand je réfère au yoga, tu sais, avant, j'aurais dit, ben là, franchement, 5 minutes, ça vaut même pas la peine, tu sais, ou genre, je l'aurais même pas noté, tu sais, moi, parce que je note que j'écris, là. Puis maintenant, j'ai changé beaucoup ma perception, je me suis dit, moi, ce qui est important, c'est d'avoir déroulé mon tapis pour 1 minute. Tu sais, genre, c'est de m'être mis sur mon tapis puis de faire 1 minute. Après ça, si j'en fais plus, c'est cool. Si j'en fais pas plus, c'est cool aussi. Fait que c'est de déterminer c'est quoi le minimum, 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 là, tu sais. Puis là, ça, là, c'est un gain en soi. Juste ça, c'est un Ouais. gain. Tout ce qui est au-dessus, c'est cool, mais c'est pas nécessaire. Fait que c'est vraiment de déconstruire ça parce que, surtout dans le domaine de l'entraînement, comme je viens de ce domaine-là, c'est quelque chose que je vois énormément, ce genre de discours-là. Tu sais, si tu fais pas 5 jours par semaine, tu sais, ça vaut même pas la peine. Tu sais, on a une mentalité beaucoup de all or nothing, puis chez les TDAH, c'est très fort. Tu sais, comme je disais, on se perçoit comme étant en soi problématique et on a l'impression que si on atteignait ce niveau-là, on serait plus problématique. OK? Sauf que ce que ça fait, c'est que toutes ces choses-là qu'on met, c'est comme des barrières qui nous empêchent de passer à l'action. Fait que c'est vraiment te demander qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire dans ce que je suis en train de mettre dans mon beau package de perfection, là, qu'est-ce que je cherche à obtenir? Tu sais, si tu m'avais dit, moi, je veux faire Miss Bikini XX, là, en tout cas, Miss Bikini 2026, mettons, là, c'est sûr qu'on n'aura pas la même stratégie que si ton objectif, c'est de te sentir bien dans ton corps. Exact. T'sais, la question, c'est est-ce que c'est réaliste que tu fasses Miss Bikini? Puis pourquoi tu cherches à faire Miss Bikini? T'sais, dans le sens que, qu'est-ce que ça va t'apporter? Puis souvent, ce que je vois avec les TDAH, c'est qu'on a l'impression que atteindre un objectif va nous donner un ressenti qu'on cherche. Mais la réalité, c'est que le ressenti, là, il est souvent très peu dans l'atteinte de l'objectif. Il est beaucoup plus dans les actions que tu vas poser sur une base régulière. Ouais, J'ai un avec podcast cette aussi, puis réflexion-là. moi, j'ai atteint mon 100 épisodes l'été passé. Puis je pensais que quand j'allais atteindre le 100 épisodes, j'allais enfin me penser une vraie podcaster, puis j'allais être fière. Puis oui, je suis très fière. Mais en fait, je suis fière
de tout ce que j'ai mis en place. Je suis fière qu'à toutes les semaines, j'ai enregistré un épisode. Je suis fière que j'ai passé par-dessus, il a fallu que je change de programme, je suis fière de ça. Je suis pas tant fière du sang, parce que, anyway, j'ai continué à en faire, fait que ça n'a même pas arrêté. Mais je suis fière de qui je suis devenue au travers de ça. Je suis fière de l'identité que j'ai réussi à mettre en place avec tous les supports qui me permettent de créer ce podcast-là toutes les semaines. Je sais pas Ouais. si ça fait du sens ce que j'explique, mais moi, je me rattache beaucoup plus à l'identité puis au comportement que l'atteinte de l'objectif. Parce que l'atteinte de l'objectif, c'est rare qu'on a le contrôle. Mhm. Tu sais, c'était un objectif que j'avais de faire 100 épisodes, mais j'aurais peut-être réalisé au bout de 20 que... T'aurais peut-être eu une opportunité de faire complètement autre chose, puis t'aurais dit oui, puis finalement, tu t'aurais pas rendu à 100, là. Ouais! Puis ça a été correct, tu sais. Mais pour moi, c'est quelque chose que j'aime, c'est un médium que j'aime, tout ça. Puis ça me parlait beaucoup, puis c'était important d'utiliser cette force-là qui est en moi d'une façon à créer quelque chose qui était positif pour les autres. Puis c'est le médium que j'ai choisi d'utiliser. Mais pour l'utiliser, il a fallu que je me pose des questions sur comment j'allais le faire, qui j'allais devenir au travers de ça, comment j'allais le créer, qu'est-ce que j'avais besoin comme système de support. Tu sais, moi, de savoir que tous les jeudis, mes auditeurs attendent un épisode, il y a un... Tu sais, quand je te parlais tantôt là, d'avoir des gens qui te rattachent, qui attendent ce que tu fais, moi, je sais que mes auditeurs attendent mon épisode de podcast parce que quand je le sors à 6 heures le matin, à 8 heures, il y a déjà des écoutes. Fait que je le sais qu'il y a du monde qui, quand ça sort, l'écoute. Puis ça, c'est énormément motivant pour moi de continuer. Ouais. Mais pour continuer, je peux pas me fier juste à ma motivation parce qu'il y en a des semaines où j'ai pas le goût. Il faut que je trouve des stratégies puis un rythme qui est raisonnable. Parce que quand j'ai commencé à faire du podcast, je sais pas pour toi, mais moi, ce que je me suis fait dire, c'est que le mieux, c'était de faire un épisode à tous les jours. Puis de faire du batch content. Écoute, quand j'ai sorti le podcast, en fait, j'avais aucune attente. Moi, je voulais juste transmettre. C'était ça mon but. Puis, ce que j'ai aimé avec le podcast, c'est que c'est jamais la même chose, jamais le même sujet, jamais la même manière, jamais le même feeling. Donc, ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis, je peux parler de ce que je voulais et le nombre de temps que je voulais. Toute seule. Moi aussi, j'adore ça. Ben, honnêtement, Mais oui. c'est ça. C'est comme, je prends quelque chose que je sais que j'ai parlé durant la semaine avec mes clientes, qui ont fait comme une prise de conscience, puis là, je l'amène sur le podcast, puis c'était ça mon but. Ça me faisait bien plaisir parce que je peux approfondir le sujet que dans ma Oui. tête, je pouvais pas, tu sais. Oui. Fait que c'était vraiment ça, puis je comprends, puis en même temps, justement, quand tu le sais que tu le publies, qu'il y a des gens qui l'ont déjà écouté après quelques heures, bien, c'est motivant aussi Oui. de le faire. Oui. Tu sais, cette satisfaction-là, tantôt comme tu parlais, elle est là aussi. Mhm. Fait que, puis moi, c'est par là que je t'ai découvert, Amélie. Fait que puis je l'adore ton podcast, fait qu'allez l'écouter, de toute façon, il va être dans le lien Merci. de la bio. Et là, j'ai une question Vas-y. qui a deux côtés. En fait, qui a deux angles. La première, c'est est-ce qu'on doit excuser les personnes TDAH pour leur, comment je pourrais dire, le, impulsivité ou leur comportement qui peuvent déranger. Mhm. Et la deuxième question, c'est en fait, comment on fait pour une personne TDAH de, de trouver des stratégies pour s'introduire à des gens qui ne sont pas nécessairement, parce que moi, j'en ai entendu des gens qui sont comme, je le sais, je parle trop, je dérange, je suis bruyante. Donc, ça fait en sorte que ces gens-là ne veulent pas nécessairement aller dans des Mhm. événements. Et comment est-ce qu'on fait si justement tu n'as pas de TDAH puis que là, tu collabores avec une personne qui l'a? OK. Donc, est-ce qu'on doit excuser? Moi, le TDAH, la façon que je le vois, c'est que je le vois comme c'est une explication, Mhm. une excuse. Fait que j'aime pas beaucoup le fait de c'est pas ma faute, c'est mon TDAH. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Moi, pour moi, c'est plus OK, on va aller observer qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis on va aller observer est-ce que ça fonctionne pour toi? Est-ce que tu obtiens le résultat que tu cherches à obtenir en faisant ça? Ce que les autres perçoivent de toi, à mon avis, n'est pas tant nécessairement important, mais ça l'est dans la mesure où, tu sais, comme là, tu parles d'un contexte où tu veux faire, mettons, du réseautage en tant qu'entrepreneur, puis tu veux bien paraître, faire bonne figure.
ça va te demander, de un, est-ce que ça fonctionne pour toi? Si tu me réponds pas pantoute, genre, soit je suis full anxiété ou, écoute, à chaque fois, le monde se pousse, OK. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis là, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à être plus aligné avec toi, pour prendre conscience de certains de tes comportements, puis d'essayer de voir, pour le point de vue de l'autre, est-ce que c'est agréable? Parce que souvent, les TDAH, on a une problématique au niveau de, on perçoit pas bien les cues non-verbaux, on perçoit pas bien les non-dits. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un écrive un livre sur voici comment tu es supposé te comporter. Pas dans le sens que je pense que je devrais me comporter d'une certaine façon, mais mon Dieu Seigneur, que je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes non verbalisées, puis les TDAH, on a de la difficulté à les capter. OK? Fait que là, ça va vraiment rentrer dans comment est-ce que je peux aller chercher cette information-là pour voir qu'est-ce que j'ai besoin de travailler pour m'aider à être peut-être plus alignée avec le fonctionnement de cette situation-là. Fait que moi, c'est comme ça que je vais le travailler parce que c'est vrai que du vomi verbal, c'est désagréable. Tu sais, moi, quand j'ai du monde qui me le fait, j'ai beau être TDAH, là, quand quelqu'un me le fait, là, je suis comme genre, c'est pas très le fun. Tu sais, fait que c'est d'en prendre conscience, mais pas juste ça. En tout cas, dans mon cas, ça m'est arrivé plusieurs fois de raconter des affaires absolument pas du tout adéquates à quelqu'un que je rencontre sur le coin d'une rue, genre. Puis là, après ça, tu te tapes sur la tête, tu te dis, pourquoi j'ai dit ça à cette personne-là? Pourquoi je peux pas? Fait que ça se travaille. C'est pas facile, mais ça se travaille. De l'autre côté de ta question, c'était comment travailler avec une personne qui vit avec un TDAH? Ben, c'est de peut-être être curieux de ce qui est en train de se passer. Souvent, quand la personne a tendance à trop parler ou a tendance à être comme un peu excitée verbalement, puis il y a deux situations. C'est soit qu'elle est très anxieuse, puis elle perd le contrôle un peu, soit qu'elle est profondément passionnée par ce qui l'intéresse. OK? Puis, c'est d'être curieux, de voir qu'est-ce qui est en train de se passer, puis comment est-ce qu'on peut peut-être développer des stratégies pour lui verbaliser ou lui envoyer le message de là, ça commence à être un petit peu difficile à te suivre, ou là, ça commence à. Tu sais, mais ça se fait pas, genre, je connais pas la personne, puis je mets ça d'en face parce que c'est super blessant. Il faut savoir qu'une personne TDAH a tendance à avoir un discours interne très négatif. Elle a tendance à penser qu'elle est pas capable de faire les choses, ou en tout cas, elle a tendance à avoir aussi énormément ce qu'on appelle la rumination, donc le fait de passer sans arrêt sur ce qu'on perçoit comme des problématiques ou des erreurs qu'on a fait. Ouais. Puis on veut pas nourrir ça. Mais c'est important quand même qu'elle prenne conscience que certains de ces comportements peuvent être désagréables, comme piquer une crise de colère. Mm-hmm. Ça brise la relation puis qui brise une crise de colère. Donc, la personne TDAH, ce qu'elle a besoin d'apprendre, c'est comment se réguler. Puis la personne qui est avec cette personne-là, c'est comment est-ce que je peux lui envoyer le message de attends un petit peu, là, c'est pas vraiment le fun, non? Ouais. Mais ça revient jamais à masquer, parce qu'il y a un comportement qui est fréquent chez TDAH, qui est de masquer puis qui est d'essayer de contrôler tout ça. C'est pas d'essayer de contrôler, c'est d'essayer de recommencer à te connecter à toi puis être à l'écoute. Parce que quand tu perds le contrôle, tu as des signes qui sont là. Ouais. Souvent, on les écoute pas. Mm-hmm. Tu sais, moi, quand je viens excitée par quelque chose, je le sens, là, tu sais, je deviens ça parle plus vite, mon ton monte. J'ai tendance à parler un petit peu plus aigu, puis je parle très, très vite. Ouais. Puis je deviens très excitée, puis j'ai tendance à avoir la bouche plus pâteuse, puis Puis c'est quand, en prenant conscience de ces signes-là, que tu es capable de... Oh, attends un petit peu, là. Il est en train de se passer quelque chose. Ça veut pas dire d'arrêter, mais ça veut dire t'es pas obligé de laisser le tapis roulant rouler à 200 km/h puis foncer dans le mur. Mm-hmm. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Ça répond vraiment à ma question. Puis j'ai une dernière question. Comment on débute ce processus-là pour réguler ses émotions? Ah boy. La régulation des émotions, en fait, passe beaucoup par l'apprentissage de ses signaux internes. OK? La personne TDAH, c'est une personne qui a tendance à être
hyper sensible à son environnement, mais hyposensible à elle-même. Donc, elle a tendance à ne pas savoir qu'elle a faim, ne pas savoir qu'elle a soif. Tu sais, il faut comme que ça crie bien fort son corps pour qu'elle puisse faire attends, quelque chose ne va pas bien, tu sais. Par exemple, moi, j'ai jamais faim, mais j'ai mal à la tête, j'ai envie d'arracher la tête à tout le monde, je deviens super impatiente, je suis très anxieuse, tu sais, j'ai beaucoup de signes autres que la faim en elle-même. Fait qu'en apprenant à reconnaître ça, je fais comme, peut-être que j'ai faim, tu sais, puis quand je regarde l'heure, je suis comme, ah, c'est normal, il est comme midi et demi, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je pense que ça passe beaucoup, la régulation émotive, ça passe beaucoup par, de un, savoir qui tu veux être. C'est Mhm. une des choses que j'ai travaillé beaucoup, moi, c'est que je voulais être une maman patiente et à l'écoute. Parce que je n'étais pas une maman super patiente et à l'écoute. OK? J'avais tendance à pogner les nerfs facilement après mes enfants. Quand j'ai appris que j'avais un déficit d'attention, ça a été une des choses que j'ai plus travaillé. Puis ce que je me suis mis à faire, c'est que je me suis mis à observer mes signaux physiques, genre, tu sais, les pieds qui picotent, les mains. Moi, j'ai tendance à serrer les mains puis à serrer les dents. Tu sais, quand je Mhm. viens que je pogne les nerfs, là, Mhm. j'ai comme un peu tendance à grincer des dents. Puis quand je me suis mis à observer ça, j'ai utilisé la stratégie du mantra, puis je me suis dit, je vais être une maman patiente à l'écoute, je vais être une maman patiente à l'écoute. Je le disais pas out loud parce que ça fait freaker mes enfants, mais moi, je me le répétais dans ma tête, je me répétais. Parce qu'une dysrégulation émotive, ça dure 90 à 180 secondes environ. Donc, la décharge Ouais. des neurotransmetteurs dans ton cerveau, ça dure à peu près ça. À peu près, à partir de 180 secondes, ton cerveau, cortex préfrontal, il est comme capable de reprendre le contrôle de la situation, de faire Hey, wow, Vicky, là, calme tes nerfs, OK? C'est pas grave, ton enfant, il est pas content parce qu'il n'y aura pas des suçons à l'épicerie, OK? Mais avant ça, on est dans la réaction, genre, t'es complètement envahi par l'adrénaline, t'es en situation de là, écoute, je me fais attaquer par un lion, je suis dans la merde, OK? Ouais. Donc, quand tu sais ça, puis que tu es capable de détecter de plus en plus rapidement, de plus en plus tôt, je te dirais que, oups, c'est là que je m'en vais, tu es capable d'utiliser des stratégies comme le mantra que j'utilisais pour laisser la vague passer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas l'arrêter, la vague. Elle Mhm. va passer. Exactement. Ouais. Elle peut devenir moins grande maintenant que j'utilise cet outil-là depuis des années. Quand ça m'arrive, je ressens moins l'envie de mettre mes enfants sur le bord de la rue. Tu sais, dans le sens que, en fait, ce que je veux dire, c'est que cette charge-là est moins grande. Mais ce qui est surtout important, c'est que le problème, c'est pas la vague, c'est que tu la nourris. Exact. Quand La tu la nourris, connexion. c'est ça qui va mal. Parce qu'une dysrégulation émotive, ça peut durer des heures, des jours, si tu la nourris. Mhm. Fait que ton travail, c'est d'apprendre à dire c'est juste une émotion. C'est plate à dire, là, mais il y a de l'information, c'est correct que tu sois en colère, que tu aies de la peine. Mais c'est une émotion, puis tu veux pas agir sur cette charge émotive-là. Tu veux Mhm. la laisser passer. Puis je pense que c'est un des plus beaux outils que tu peux développer quand tu as un TDAH, d'apprendre à surfer cette vague-là. Parce que de l'autre bord, une minute et demie plus tard, ce qui est pas très long sur ta journée, tu vas voir que ta façon de percevoir la situation va s'élargir. Tu vas être capable d'être aligné beaucoup plus facilement avec la personne que tu veux être, puis d'accueillir le fait que probablement que l'autre est dysrégulé, puis que si toi, tu rajoutes, ça fait juste créer encore plus un gros chaos. Totalement. Totalement. Puis je pense que c'est l'étape numéro un qui est le plus difficile, en tout cas dans Mhm. mon cas. Puis, tu sais, ça, j'en parle dans tous mes coachings parce que je pense que c'est vraiment la base, en fait, là, Mhm. c'est accueillir cette émotion-là et non pas la refouler puis essayer de la contrôler. Puis Exact. accepter que ta vie. Tu sais, Ouais. moi, je dis à mes clientes, t'es en crise, t'es en crise. C'est comme, dis-moi pas, je suis en colère et enragée. Non, t'es en crise, c'est correct, mais accepte-le que tu sois comme ça. C'est Mhm. beaucoup plus facile après de le laisser aller, tu sais. Ouais.
Mais Ouais. ça, je pense que c'est comme un outil que tout le monde, tous les auditeurs en ce moment devraient repartir parce que plus tu te connais, puis que tu es capable de bien justement nommer ces red flags-là, ces Mhm. signaux-là d'alerte, après ça, plus tu vas être capable de les repérer rapidement, puis Exact. de solutionner ces émotions-là pour Oui, vraiment les laisser aller, tu sais. exact. Puis tu sais, tu peux aussi les travailler. Je sais qu'avec l'hypnose, tu peux la travailler. Il y a la technique. Moi, j'utilise beaucoup le tapping, là, donc le fait de. Je vais explorer aussi beaucoup de situations avec ça pour apprendre à m'observer, puis apprendre à dire ah, attends une minute, c'est pas parce que je me sens comme ça que je suis obligée d'embarquer là-dedans comme si c'était la Tellement. fin de ma vie, là. Euh, puis je pense que c'est un des outils qui le. En fait, c'est quand tu développes une stratégie, développer la régulation émotive, c'est même pas une option. Si tu développes pas ta régulation émotive par rapport à ta stratégie, ça va être la meilleure, elle va être à mettre au papier, aux poubelles, tu sais, comme on parlait tantôt de l'agenda. Chaque fois que j'ai à mettre quelque chose dans mon agenda, j'ai une certaine forme de régulation parce que mon cerveau, il est comme, oh, pas besoin de faire ça, je ferai ça tantôt, tu sais, je m'en vais dans ça. Puis là, j'ai appris à faire, calme-toi, là. Tu sais que ça t'aide. Tu sais que tantôt, là, quand tu vas regarder dans ton agenda puis que tu vas avoir rendez-vous avec Vicky, tu vas être contente parce que si tu le vois pas, il n'existe pas. Exact. Fait que, tu sais, j'ai appris à travailler avec ça, mais c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. C'est beaucoup, beaucoup d'observation de soi, de refléter ce que tu vis, de discuter avec quelqu'un. Attends une minute, j'ai observé ça. Il y a des signes physiques, tu sais, moi, c'est comme je disais, c'est serrer les dents, serrer les poings, la face qui devient rouge, le flush un peu, ça peut être mal au ventre, ça peut être même à la limite, je veux pas dire douleur à la poitrine parce que ça peut être plein de problèmes physiques, mais ça se peut que tu ressens ça. Ça peut être la gorge qui se serre, ça peut être, il y a plein de signes qui sont propres à toi, qui vont envoyer le message de mon conjoint, lui, il avale. Il y a comme une façon d'avaler que quand il se met à faire ça, je suis comme ouf, on est rendu loin. Fait que tu sais, moi je fais Ah, pas ça, mais lui, je le vois, je le connais assez pour que, quand je vois qu'il se met à faire ça, là, c'est que, ouah, là, lui, il est plus pantoute sur la même planète que nous. Puis pourtant, c'est quelqu'un qui exprime pas ses émotions du tout, tu sais. Mais je le vois comme ça. Fait que, tu sais, il faut que tu observes qu'est-ce qui est en train de se passer, qui envoie un message que, hey, là, c'est pas moi qui contrôle, là, c'est mon cocktail de neurotransmetteurs qui, lui, pense que je suis en attaque, là. Il faut que je me sauve, là. Ou faut que je sauve ma vie, en fait. ouais, ouais, ouais. Ah, wow. Hey, merci Amélie parce que c'était tellement plein d'outils de prise, en fait, de mise en lumière, de compréhension, de nouvelles perceptions aussi de comment est-ce qu'on fait pour vivre avec le TDAH ou comprendre une autre personne aussi qui a un Ouais. TDAH, tu sais. On parlait de nos enfants tantôt, conjointe, peu importe, un employé, un collègue, name it, je pense que ça va vraiment aider énormément de Ouais. personnes. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? En fait, j'ai un podcast qui s'appelle Ambitieusement TDAH, donc tu peux le trouver sur la plupart des plateformes, là, Spotify, Apple Podcasts, il y en a d'autres aussi où tu peux aller. J'ai un site internet amélieleveillé.com, donc si tu veux me rejoindre par là, c'est de la façon que je fonctionne. Dans le fond, j'ai pas de réseaux sociaux. En fait, j'ai un LinkedIn que j'entretiens pratiquement pas, mais j'ai pas de réseaux sociaux par choix. De un, parce que moi, j'arrive pas à le consommer de façon adéquate. Puis de deux, parce que j'aime pas bien ça, nourrir l'addiction de mes clients. Donc, j'ai un podcast. Puis tu sais, tu parlais de les gens qui vivent avec quelqu'un qui a un TDAH. J'ai un épisode spécifiquement fait pour ces gens-là. Tu sais, si toi, t'as pas de TDAH, puis que t'as quelqu'un dans ta vie qui a un TDAH, je peux pas te dire le nom, je m'en souviens pas, mais j'ai un épisode qui parle de comment tu peux aider une personne avec qui tu vis. Parce que je pense que ça passe par l'éducation de la personne qui a le TDAH, mais ça passe aussi par l'éducation du partenaire ou en tout cas des personnes qui sont dans son entourage pour essayer de comprendre ce qui se passe puis de l'aider. Parce que le problème, soit d'excuser ou de juste faire Ah, c'est fatiguant quand tu fais ça, c'est que tu entretiens le problème. Ouais. T'sais, mais tu as le droit d'avoir des attentes, tu as le droit de verbaliser. Tu sais, quelqu'un qui laisse systématiquement toutes les portes d'armoire ouvertes, c'est fatigant. Fait que là, comment on peut t'aider? Comment je peux t'aider à faciliter ce comportement-là? T'sais, parce que pour moi, c'est un irritant. Tu sais. Mhm.
Moi, je ferme mes portes d'armoire, mais je sais qu'il y a plein de TDAH qui ont tendance à pas le faire. La porte du frigidaire. Laisser les lumières ouvertes? Non, la porte du frigidaire. Je suis pas capable, moi, parce qu'il y a un bip. Mais Ça m'agresse. il y a quelqu'un qui passe derrière de moi automatiquement qui le ferme. Je suis comme... Moi, ça m'énerve d'ouvrir le frigidaire quand je fais à manger. Ah, fait que tu le laisses ouvert? Je le laisse ouvert, puis je range mes affaires au fur et à mesure, puis je vais chercher ce que Ah j'ai. oui, mais moi, je voudrais le faire, mais comme je te dis, mon frigideur fait pip, pip, puis le son m'irrite tellement. Mais mon chum l'entend pas. Moi, le son, c'est comme quelqu'un qui laisse les essuie-glaces Ah ouais, non. ouverts, même si, ou le clignotant. Tu Oui, sais, mon chum, oui. il l'entend pas, puis là, je te peux-tu débarquer ton clignotant? Mais, tu sais, oui, j'ai tendance à. Quand je sais que j'ai à y retourner, tu sais, j'ai des tiroirs, moi, pour mettre mes ingrédients de comme farine et tout, là. Ouais. J'ai tendance à les laisser ouverts parce que je sais que je vais y retourner, mais, tu sais, c'est parce que la personne, il y a quelqu'un qui peut passer là puis se faire. Ici, c'est mon espace, personne passe. Là, c'est une zone sinistrée dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Venez pas me déranger. Mais tu sais, c'est correct de verbaliser. Écoute, ce comportement-là est difficile pour moi. Ouais. Comment est-ce qu'on peut s'aider? Mais ça prend la collaboration des deux. Tu sais, comme je parlais en fait, dans mon podcast de cette semaine, je parle de comment je gère ma cuisine. Moi, j'ai un tableau blanc, puis les gens, dans ma famille, on écrit ce qui va manquer de non périssable, en fait. Puis ça a été clair, quand j'ai mis ce système-là en place, j'étais écœurée de me faire garrocher dans les amants. Il va manquer de farine! Ouais. J'ai dit à mes enfants, si tu l'écris pas, je l'achète pas. Tu peux me le dire, tu peux faire tout ce que tu veux, je l'achète pas. Puis la première semaine, ça n'a pas super bien passé. Puis depuis ce temps-là, ça fait au moins un an et demi qu'on utilise ça. Puis ça fonctionne super bien. Ils le savent. T'sais, au fur et à mesure qu'ils constatent que, oups, là, il y a quelque chose en train de se finir, là, ils ont développé l'habitude d'aller le porter là, ça me facilite la vie. Parce que sinon, c'est sûr que je ne te rachèterai pas de la farine. Puis moi, ça va m'écœurer. Oui, vraiment. Le tableau blanc, c'est un non négociable dans plein de pièces, en fait. C'est ça. Mais il faut le mettre à un endroit qui est logique dans le fonctionnement. Il faut savoir pourquoi c'est super important, comment l'utiliser. Puis c'est ça de développer une stratégie qui fait du sens. C'est pas juste dire fais ça. Parce que si le tableau blanc il est placé à un endroit où c'est pas logique pour la personne de l'utiliser, il l'utilisera pas. Exact. Ça l'enlève, on enlève un petit cadre, c'est moins beau, mais c'est bien plus pratique. Ah mon Dieu! Moi, tout le monde qui vient chez nous le voit et trouve ça drôle, mais je m'en fous. Mais non, c'est ça, à un moment donné, c'est que c'est plus pratique pour toi. Exactement. Oh my God! Hey, merci! Ça Vraiment! fait un plaisir. Fait que, allez découvrir Amélie Ambitieusement TDAH, son podcast, ça vaut vraiment la peine. Tu donnes plein de stratégies, puis moi j'adore ça parce que tu donnes des exemples concrets dans ton quotidien. Fait que ça m'a énormément, en fait, quand j'ai écouté le premier épisode, ça m'a énormément comme déchargé puis faire comme ok, je suis normale. C'est vraiment ça, vraiment. Comme il y a des choses que je suis vraiment normale de faire, puis finalement je suis pas toute seule à le faire. Fait que alléluia, tu sais. Donc merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Partagez l'épisode si vous avez apprécié cet épisode-là. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes entrepreneurs. Ça va parler à énormément, en fait, d'humains qui vivent avec des gens TDAH ou qui suspectent ou qui le sont. Donc, je pense qu'il est temps qu'on démocratise, démystifie tout ça d'une manière plus simple, d'une approche beaucoup plus bienveillante aussi. Exact. Hey, merci! J'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Sache qu'il y a un épisode qui sort à tous les jeudis matins. Donc, tu peux aller t'abonner à ta plateforme préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcasts. Va directement, écrit Inarrêtable par Vicky Léonard et tu vas voir, tous les épisodes sont là. Vous êtes plus de 1000 auditeurs par épisode à écouter. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez des questions pour les invités, si vous avez des questions pour moi, si vous aimeriez qu'on parle d'un sujet ou qu'on aborde quelque chose, un enjeu en ce moment, viens m'écrire, c'est vraiment le temps. Mon objectif, c'est de vous aider et de vous permettre de trouver des solutions que vous pouvez appliquer concrètement dans votre vie pour vous permettre d'équilibrer votre vie personnelle à votre vie professionnelle, le tout sans sacrifier votre croissance entrepreneuriale et votre santé mentale. Un énorme merci, on se revoit bientôt!